Bonjour, bienvenue à Radio Renard. Aujourd'hui, notre invitée est Geneviève Robitaille. Salut Geneviève. Qui est artiste en danse contemporaine. On s'est rencontrés via une amie commune qui est Marie-Pierre, notre illustratrice de Renard, qu'on a passé aussi au podcast, qui nous a raconté son périple à venir de traverser la PCT, le Pacific Crest Trail, à la marche. Et donc, on s'est rencontrés dans des événements sociaux, puis ça l'a vraiment cliqué. Initialement, c'était parce qu'elle nous parlait d'un type de danse qui est la danse gaga, qui a vraiment piqué ma curiosité. On va y revenir plus tard. On va commencer plus par en apprendre sur ton parcours et ton style de danse. Donc, on va commencer comme ça, en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la danse? Comment t'as commencé à danser? J'ai commencé à danser probablement qu'en fait, mon premier cours de danse était quand j'avais 12 ans. C'était le fun, mais j'avais pas envie d'être là. Okay. Fait que j'en ai fait pendant 1 an. Puis après ça, en fait, j'ai commencé réellement à faire de la danse quand j'avais 19, 20 ans. OK. Fait que quand même assez tard pour une artiste en danse de façon professionnelle. Je sais avoir une idée, t'es quel âge? Là, j'ai 29, je vais avoir 30 okay. dans si peu de temps. On a presque le même âge. Oui. Puis, fait qu'en fait, je pense que j'ai toujours adoré danser. Puis en fait, les plus beaux souvenirs de danse, c'est avec mes amis. Puis, faire des spectacles. Puis, dans mon salon. Puis sinon, c'était vraiment quand, genre, il y avait personne chez nous. Puis que je pouvais mettre la musique super forte. Okay. Puis me laisser aller. C'était thérapeutique, là. Ça faisait vraiment du bien. Puis c'est ça à peu près, je pense que j'avais 20 ans quand finalement j'avais commencé, je m'en allais vers les arts. C'était assez précis dans le sens, j'étais vraiment sûre d'aller faire ça. J'ai fait mon DEC en art, puis là je m'en allais à l'université en art visuel aussi. Okay. Puis j'ai vu un show de Pierre Lapointe, en fait, Mutantes. Puis il y avait la performance sur scène des danseurs, acteurs. Puis c'était quelque chose que j'avais jamais vraiment vu avant, qui accompagnait sa musique, qui l'accompagnait sur scène. Puis ça m'a juste fait « Hey, je pense que j'aimerais ça aller voir de la danse contemporaine ». J'étais allée voir un autre spectacle par la suite de danse contemporaine parce que l'affiche était belle. Fait qu'il y avait beaucoup, ça reste quand même ouais, c'est ça. Les arts visuels, c'était comme si ça m'interpelle, je vais y aller. Puis j'ai vraiment trippé. Puis c'est qu'après ça, j'ai décidé de m'inscrire au cours de soir. Puis tranquillement, après 2 ans, de faire peut-être au moins 3 cours par soir, ou au moins 3 soirs avec des fois plusieurs cours dans une même soirée. J'avais juste envie de faire ça tout le temps. Okay. Fait que j'ai décidé de faire les auditions. À un moment donné, j'ai compris que c'était une possibilité. Fait que j'ai fait des auditions, puis je suis rentrée dans le processus. Puis j'ai vu que c'était tout à fait possible de devenir interprète en danse. Même si, à ce moment-là, je pense que j'avais 23 quand je suis rentrée, finalement. Est-ce que tu as senti un décalage par rapport à des personnes qui faisaient ça depuis plus longtemps? Non, probablement que j'étais vraiment prête. Okay. Puis, en fait, d'un autre côté, j'étais, je pense, vraiment prête dans le sens, je connaissais plus mon corps que quand j'en avais 18 ou quand j'en avais 12. Là, ton apprentissage a été accéléré? Ouais, par moments ça a été plus lent, mais à un moment donné, quand mon corps a juste comme s'est aligné avec ma tête, c'est allé très très vite. J'avais sûrement des facilités à certaines choses, mais je connaissais mon corps. Parce que je pense que puis j'étais moins gênée à 18 ans, j'ai toujours été super gênée, super introvertie. Fait que, puis les arts, ça m'a ouvert. J'ai fait, j'aime ça en parler. Puis là, fait que là, tranquillement, je me suis plus ouverte, puis la danse, ça a juste fait un bon mix. Ouais. Puis pour revenir au moment où tu avais 12 ans, de ton souvenir, qu'est-ce qui t'avait pas fait sentir bien à l'époque de danser? Ben, je pense que c'était la chorégraphie, ou c'était très, je sais pas trop, dans un cadre. Il y avait le fait fallait que j'aille à la classe, puis c'était un peu... Je pense que j'étais pré-puberté, puis ça me tentait pas, j'avais le goût de rien, mais une fois que j'étais là, j'aimais vraiment ça, mais c'était facile de faire « j'ai pas envie de la pression d'être là ». Puis ouais, c'est ça, puis peut-être que c'est le style de danse, ou c'est peut-être
l'approche. Ouais. On le dit en même temps. Quand tu as commencé à te suivre tes cours, tu te sentais pas de la même façon quand tu Non. C'est quoi l'approche à ce moment-là? Je pense que de un, il y avait le fait que j'avais vraiment peut-être pris une décision plus consciente. Peut-être qu'à 12 ans, je trouvais ça cool. Le rendu à 20 ans, c'était j'ai envie, puis j'ai envie de mettre le temps là-dedans. Puis j'avais aussi un grand besoin. Peut-être que aussi, j'ai toujours été très physique, là, j'ai toujours eu besoin de bouger puis faire du sport. Peut-être qu'à 12 ans, j'avais comme d'autres affaires qui faisaient en sorte que je faisais assez de sport, mais là, rendu à 20 ans, c'était pas aussi présent. Puis la danse comblait, c'est ça, ce côté-là, peut-être artistique, c'est sûr que j'étais en art, mais aussi très physique puis demandant, puis repousser des limites physiques. Mais j'ai la décision consciente là, de vouloir le faire pour moi aussi. On dirait que ça m'interpelle parce que j'ai fait du sport de compétition, d'équipe, puis j'ai toujours adoré l'apprentissage technique, puis j'aimais presque plus les entraînements que les parties parce que c'est super actif, puis j'aimais décortiquer différentes disciplines, puis après je me suis mis à essayer toutes sortes de sports, puis on dirait que quand j'ai frappé à peu près 30 ans, là, l'année passée, on dirait que ça me suffisait plus l'apprentissage technique, on dirait que je cherchais un sens plus profond à pourquoi je bouge, puis comment connecter mieux avec mon corps, puis même comment apprendre à m'exprimer à travers mon corps, puis voir la portion artistique, parce que moi aussi, je pense que j'ai toujours été créative, mais la danse, c'était impensable. Pour moi, je me suis toute ma vie catégorisée dans « je ne suis pas une danseuse, je suis pas faite pour ça », je sentais que j'avais aucune mobilité dans le tronc, puis m'exposer, je détestais aller dans les bars, sur les planchers de danse, dans les mariages, je suis le genre de personne qui peut être assise à table, à manger des crudités pour comme pas être sur le plancher de danse, fait que je pense que ta rencontre, ça m'a touchée parce que je me disais, c'est une façon graduelle de comprendre un peu plus le milieu de la danse puis d'essayer de trouver peut-être que c'est un style qui va me correspondre. Ouais. Parce que je sens l'envie de danser en moi, mais on dirait que j'ai encore cette peur-là de pas savoir quoi faire. Mais tu me fais réaliser qu'il y a plusieurs styles, il y a plusieurs approches, puis on peut, j'imagine, tous trouver qu'est-ce qui nous correspond, puis que quelqu'un qui fait de la danse contemporaine va pas nécessairement être passionné de salsa, mais comme, en tout cas. Mais ça enchaîne sur ma prochaine question. En fait, c'est quoi les approches classiques en danse? Pour quelqu'un qui ne se connaît pas nécessairement, c'est quoi les branches dominantes dans ton domaine? Ouais. En fait, d'abord, il y a le ballet qui est peut-être la plus classique, puis une très bonne technique pour apprendre à connaître son corps. C'est plutôt technique. Après, il y a quand même d'autres niveaux qui peuvent venir avec le temps, mais c'est quand même une façon de connaître comment fonctionne le corps, c'est quoi ses limites, c'est quoi ses possibilités, en tout cas, fait que, comme au côté anatomie, puis vraiment d'être conscient dessus de la tête jusqu'au bout des orteils, là, c'est tout. Fait qu'il y aurait, c'est sûr, il y a le ballet. Ensuite, tu vas avoir c'est sûr que le jazz, ça reste quand même, c'est comme la porte d'entrée vers la danse plus moderne et contemporaine. Jazz et moderne, maintenant, je te dirais qu'on dirait que ça se mêle ensemble. Quand je dis moderne, c'est plus on pourrait faire une recherche un petit peu plus pointue là-dessus, mais disons, danse moderne, là, ça vient comme 1900, fin 1800 quelques, jusqu'à peut-être post-moderne. Fait que le post-moderne est arrivé peut-être plus dans les années 60-70. Fait que c'est comme un grand courant, c'est encore proche maintenant de ce qu'on voit peut-être du ballet, où ça va être assez esthétiquement beau. Mais les formes ont changé de celles qu'on connaissait du ballet. Ça va être peut-être un peu plus organique, qu'on peut dire, mais je te dirais que maintenant, ce qu'on voit sur scène, des choses comme ça, il va y avoir il y a des compagnies de danse moderne, mais c'est très différent des danses contemporaines. Ok, c'est ça, j'allais dire. Pour moi, la distinction n'est pas claire. C'est ça. Tu sais, le moderne, je dirais, des fois, le jazz va aller un petit peu vers le moderne. C'est des techniques pas nécessairement... Il faudrait vérifier une définition, OK? Mais c'est pas nécessairement... Contemporaine, ça veut dire de son temps. Fait que ça va juste vraiment dépendre de... Ça évolue beaucoup. Ouais. Puis de quel chorégraphe avec qui tu travailles. Ou avec quel prof qui enseigne. Fait que ça essaie de se renouveler comme constamment. Le moderne, c'est ça reste un petit peu plus, tu vas avoir des grandes diagonales, tu vas avoir quand même peut-être des pieds pointés, tu vas avoir plein de choses plus connotées encore.
postmoderne et contemporain. Je dis postmoderne parce que c'est quand même un mouvement en particulier qui est très proche de ce qu'on fait maintenant. C'est dans le contemporain. Là, ça peut être assez challengeant à voir. Mais c'est ça. Ça dépend tellement de avec qui tu travailles. Puis contemporain, je veux dire, sur le site de son temps. J'ai l'impression des techniques et des approches. Fait que comment tu décris l'approche contemporaine? Quelqu'un qui regarde un danseur contemporain, c'est quoi les éléments clés qui font qu'on reconnaît ce style-là? C'est ça. C'est pas vraiment un style, c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, on dirait que je m'éloigne toujours d'essayer de l'expliquer. De l'étiqueter ou de catégoriser? C'est très difficile. Mais il va y avoir, je dirais, il y a peut-être quand même un côté, ça peut être... En fait, ça va peut-être dans les opposés. Tu vas avoir très expressif et pas expressif du tout. Okay. Tu vas peut-être avoir des choses peut-être qui vont être très en lenteur et d'autres choses qui vont être hyper rapides. Fait qu'il y a peut-être beaucoup de contrastes dans la danse contemporaine en général. Ça va aller chercher quand même... Ça va travailler sur des concepts, souvent. Fait que peut-être juste comme comment être l'eau dans un verre. Tu sais, ça peut être plein de choses, mais travailler sur peut-être des questions. On peut penser vraiment à l'art contemporain où ça peut être tellement tout et n'importe quoi et tellement de choses. Fait que c'est ça, en art contemporain, tu vas avoir une pomme mangée puis avec sur une table, ça va être... Je l'ai vu, c'est une œuvre de Yoko Ono. Je l'ai vu à son exposition. C'est une œuvre évolutive qui finit par se dégrader, puis la personne qui va... Les visiteurs vont jamais voir la même œuvre parce que la pomme change. Mais OK. C'est ça. Fait que ce qu'on peut penser de l'art contemporain, de ce qui se fait en ce moment, on peut l'appliquer, c'est juste que ça va être en mouvement. Mais c'est ça, ça a tellement de formes que c'est vraiment dur à expliquer. Mais c'est ça, disons, c'est ça. En fait, c'est tout ce qui est pas moderne et ballet. C'est contemporain. C'est comme un contraste, là. Parce que c'est ça, il y a les ballets classiques, puis quand on voit les pubs de Casse-Noisette, par exemple, c'est un style très distinctif, puis on reconnaît au style de costume, aux postures. Puis là, on va dire que le contemporain, on dirait qu'il y a une certaine liberté du corps, puis un mouvement comme pas défini, mais il y a des fois, on dirait que c'est des fois pas des improvisations. Il va y avoir beaucoup d'improvisation, c'est vrai, comparé à danse moderne puis ballet, où là, c'était très connoté, c'était très tout calculé. Tu vas avoir parfois ça quand même en danse contemporaine, mais les formes ou le temps, ça peut être plus improvisé, plus libre, ou des fois, ça correspond aussi plus avec qui la personne, la chorégraphe, disons, travaille. Fait que il y a peut-être ça aussi en danse contemporaine, les danseurs sont des artistes à part entière, puis ils sont pris pour pour des œuvres en tant qu'artistes complets. Fait que il y a moins, surtout maintenant, il y a beaucoup moins de hiérarchie où on devient tous collaborateurs pour créer une œuvre. On devient autant le matériau que l'artiste, dans le sens que je bouge, je fais les mouvements, fait que je suis autant le médium. Tu teintes la pièce. Ouais, c'est ça. Quand tu dis que c'est plus comme ça, est-ce que c'est parce que dans d'autres approches, le créateur crée une pièce puis choisit un artiste un peu comme un numéro, il va mettre lui qui fit? Oui, c'est ça. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être par rapport à ses capacités juste physiques, mais après ça, artistique, c'est peut-être moins important. Tandis qu'en danse contemporaine, ça va être super important. La personnalité de la personne. Ouais. OK. Puis toi, personnellement, quel thème aborder dans les œuvres, les créations que tu fais? Moi, j'aime beaucoup l'influence du théâtre. Puis je dis théâtre, mais c'est vraiment large. J'aime beaucoup être expressive avec le visage. Ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit partout. Fait que tout ce qui en fait, qui suscite comme mon imaginaire, j'aime vraiment ça. Fait que je travaille avec des chorégraphes assez différents, mais j'aime particulièrement, c'est ça, expressivité plus théâtrale, apportée dans la danse quand même. Je me sens pas du tout une actrice, ou une comédienne, mais ça fait partie de moi, puis c'est quelque chose qui pour moi est important.
Autrement, c'était quoi ta question? C'est comment... C'est les thèmes. Ouais. Les thèmes, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? T'sais, parce que là, ça, c'est peut-être plus physique. Est-ce qu'il y a des sujets comme au niveau des relations humaines, de l'environnement, de la nature? Est-ce que quand tu regardes à tous les projets auxquels tu as participé, avec le temps, est-ce que tu vois des patterns? Ouais, ben disons dans les projets plus personnels, je vais avoir beaucoup... en fait, c'est beaucoup comment ben ça revient peut-être au théâtre, là, l'expressivité, mais comment susciter des émotions par le mouvement. Fait que comment même juste, c'est comme forcer un peu le visage des fois pour aller quelque chose de... Tu sais, quand tu vas dans un visage triste, tu vas te sentir triste, puis là, ça va influencer ton mouvement. Même chose pour toutes les émotions. Fait qu'il y a ça dans mes projets personnels où faire sortir des émotions, puis me forcer à être dans des émotions, fait des états peut-être inconfortables. Peut-être pour d'autres chorégraphes, en fait, disons, j'ai une chorégraphe avec qui je travaille, on travaille beaucoup sur le temps, comment le temps passe vite, lentement. C'est très philosophique, puis ça m'interpelle énormément. Je peux dire son nom, c'est Lina Cruz. Son travail est teinté de 1000 choses, de tellement d'affaires, mais en particulier dans les dernières créations avec qui j'ai pu participer avec elle, on travaillait beaucoup sur le temps. Puis comment ça nous influence, en tout cas, comment ça nous régule, le temps, je sais pas comment dire ça, c'est comme un gros nuage autour de nous, tu sais, qui nous fait avancer, puis en tout cas, c'est une question, elle pose plein de questions philosophiques là-dedans, puis elle propose comme plein de façons de voir le temps aussi. Sinon, dans un autre travail avec qui je travaille, dans une autre compagnie avec qui je travaille depuis plusieurs années, on travaille, c'est très peut-être théâtral aussi, mais on est invité à apporter de nos propres histoires personnelles pour teinter la création. Fait que ce soit des histoires sur l'enfance, notre enfance, sur nos histoires d'amour ou peu importe. Ça dépend toujours de la création, vers quoi on s'en va, mais on a souvent à écrire puis à se remémorer ça pendant qu'on danse. C'est une tâche. Ça fait partie des choses. Fait que, ouais, il y a peut-être sûrement plein d'autres choses qui vont me sortir. Ouais, ça va émerger pendant la discussion aussi, là, mais là, on dirait ce que je retiens, il y a l'aspect du temps qui se passe, puis là, la dernière pièce que tu as nommée, c'est par rapport aussi aux souvenirs. C'est drôle parce que, moi, ce qui m'a marqué dès que je t'ai rencontrée, c'est, on dirait ton ancrage dans le moment présent. Quand on te parle, on sent que t'es attentive, il y a une certaine... c'est paisible. Je sais pas si à l'intérieur de toi, ça bouillonne puis t'es hyper active, mais du moins, tu me fais sentir que t'as une bonne attention puis tu vis bien le moment présent. Fait est-ce que c'est quelque chose que tu travailles consciemment? Oui et non. OK. J'ai la capacité, ou en tout cas, je suis pas sûre si c'est une bonne capacité toujours, mais j'oublie. OK. J'oublie beaucoup, fait que je pense que... T'as moins de soucis parce que il y a moins de trucs à magasiner. En tout cas, c'est ce qu'on en est venu à mon chum, c'est ça. Mais c'est pas... Ouais, c'est ça, je garde pas trop longtemps, tu sais, pis c'est dommage parce que probablement que j'ai des souvenirs qui sont partis parce que je m'attachais pas à eux, fait qu'il y a ça. C'est quand même quelque chose que j'essaie de faire attention, dans le sens que j'essaie d'être attentive, mais en fait plus à l'écoute, de vraiment écouter ce que les gens... C'est vraiment un défi, parce que je peux t'entendre puis projeter quelque chose, tu sais, qui me fait réfléchir à moi de mon côté, mais comment vraiment t'écouter puis être dans le moment présent, c'est quelque chose que... C'est une réflexion que j'ai, que
je pense pas que je suis vraiment bonne, mais que je travaille. Fait que peut-être que t'en es c'est consciente. ça que tu sens. En fait, c'est parce que ça, t'es vraiment concentrée. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle quand t'as dit que t'avais pas de mémoire. J'imaginais juste Dory dans Finding Nemo. Je sais pas si les gens te surnomment de même en Non, blague. non, peut-être pas à ce point court, mais comme... Ouais. Là, on parlait de conscience mentale, l'attention, Mm-hmm. mais ton travail est vraiment centré aussi sur la conscience du corps. Mm-hmm. Fait que comment la conscience de... Tu sais, quand tu disais à passer un certain âge, c'est comme si t'étais vraiment plus consciente. Est-ce que... Qu'est-ce qui a marqué ce changement-là? Ben c'est sûr que rentrer à l'école de danse de Québec, ça m'a fait prendre conscience et il y avait... Ce temps-là était très précieux. Mm-hmm. Puis aussi, peut-être que j'étais un peu plus vieille, fait que je me disais, faut pas que je perde mon temps. Fait que d'être vraiment là, pas essayer de penser à genre qu'est-ce qui va se passer après le cours ou qu'est-ce qui va arriver plus tard. Excuse-moi, à ce moment-là, dans le fond, t'avais des études en art visuel, puis t'allais continuer, tu me disais. Fait est-ce que puis tu suivais des cours de danse le soir, mais est-ce que t'as finalement arrêté tes études en art visuel, puis Non. T'as fait les deux? J'ai fait les deux. OK. Ouais, c'est ça. Fait que la danse, c'était le soir, comme t'expliquais. Ouais, puis à un certain moment, j'ai transitionné quand j'ai fait les auditions après ça. J'avais une année préparatoire parce que je me sentais pas prête de toute façon de rentrer, mais c'était tous les après-midi, fait que les matins, je pouvais être allée à l'université, puis l'après-midi à la danse, fait que c'était assez intense. Mais j'ai comme... mais c'était important pour moi de finir le bac en art, c'était... j'aimais vraiment ça aussi. Fait que c'était même pas une question d'arrêter, là. C'était important. Fait que c'était quoi plus précisément en art? Fait que art visuel, c'était assez multidisciplinaire. J'avais un duo. On était deux collègues. On travaillait on avait des personnages qu'on mettait en scène. C'était assez déjà performance physique et, en tout cas, ça pouvait être lié quand même à ce que j'ai fait par la suite en danse. Mais on créait des environnements, on créait des œuvres, des fois, une salle complète avec nos images de nous, puis en tout cas, on a nos images à nous un peu partout. On était un peu on utilisait des alter ego, puis on essayait de leur mettre beaucoup d'ego, tu sais. Eux, il y avait beaucoup d'ego, puis il fallait qu'ils se montrent. Puis les deux, on était assez gênés, fait que c'était vraiment pas nous. C'est une façon de s'exprimer. Ouais, exactement. C'était très coloré, des trucs assez kitsch aussi, mais on a fait plein d'œuvres comme en mosaïculture, fait que c'est une grosse bine en plantes, puis c'était finalement juste une façon de recevoir de l'argent par les gens. En tout cas, on avait comme nos petites images. Sinon, on a fait un jardin à l'extérieur, puis le jardin, à travers les plantes qui allaient pousser pendant l'été, il y avait nos images. En tout cas, il y avait nos petites faces. Fait que dans le fond, en étudiant, tu avais déjà une création artistique. Fait que ce que tu apprenais, tu l'amenais toujours tout de suite dans tes projets. OK. Ouais, c'est ça. Puis, ça m'a appris beaucoup, rédiger des demandes de bourse et plein d'autres choses. Est-ce que tu veux encore en faire aujourd'hui? Ouais. C'est une réalité du milieu, hein? Ouais, j'ai fait mon bac en production culturelle et médiatique. Puis je pense qu'il y a un cours qui était dédié à remplir des demandes de subvention. J'ai pas eu ce cours-là en art. Fait que ça a été juste d'essayer de proposer par rapport au projet qu'on faisait. C'est une bonne façon de juste se jeter puis l'essayer, là, puis voir c'était quoi les réponses, puis c'est une bonne chose à faire. Ouais. Je vais juste dévier un peu du sujet, mais de manière globale, comment ça se passe, le milieu de la danse au Québec? En fait, très bien. Ouais. Montréal, c'est vraiment, là, c'est une capitale de la danse en Amérique du Nord, danse contemporaine. Ouais. OK. C'est très, très effervescent. Il y a beaucoup d'artistes qui vivent dans la ville. C'est parce que c'est pas très cher. Fait que il y a énormément de choses à Montréal. C'est super. Ça se passe bien, sinon, beaucoup à Toronto puis à Vancouver. C'est comme les trois villes, mais Montréal en plus. Ouais. Ensuite, c'est beaucoup... il y a aux États-Unis, mais c'est un petit peu plus fermé ou différent comme culture de danse. Puis sinon, ça se passe beaucoup en Europe, évidemment. Belgique, France, Allemagne, puis Angleterre. Ouais, c'est pas mal. OK. Ouais, tu voyages-tu beaucoup? Plus, oui. France, un petit peu. Sinon, je m'en vais beaucoup à Toronto, puis
Ouais, Montréal, Québec. Mais ça va venir, l'Europe. Ouais. Oui. On te réinvitera à ce Oui, moment. c'est ça. Faut que tu nous parles de ça. Ouais. OK, je vais revenir à ma question de tantôt qui était sur la conscience du corps. Fait que tu t'expliquais que tu as commencé tes cours puis tu voyais ça comme un temps assez précieux puis tu voulais apprendre au maximum. Fait que j'ai l'impression que toute ton attention était dédiée à ça. C'est quoi les bénéfices que tu vois à être plus consciente de ton corps? Parce que tu me disais que tu as très peu de blessures. Fait que comment tu le vis, en fait? Ouais, ben, c'est vrai. C'est vrai que j'ai très peu de blessures. J'ai connu des blessures assez pour être capable de surmonter. C'est une façon incroyable d'apprendre sur son corps, puis sur ses limites, puis sur trouver des solutions. J'en ai eu depuis que j'ai fini l'école, j'étais assez chanceuse, je suis pas quand même, mais ça se passe très bien. Puis, tu sais, quand il y a des douleurs, faut être... En fait, juste d'avoir une petite tension, une petite douleur, ça t'indique quelque chose. Puis si on l'écoute pas, ça devient juste plus gros. Puis, puis là, peut arriver des accidents. Puis là, Fait que une des choses que j'ai su, c'était les blessures en danse arrivent souvent, tu sais, le vendredi à 4 heures, là, tu sais. Parce que c'est la fin de la semaine, puis très tombe, puis les gens sont moins attentifs. Ouais, c'est ça. Fait que ça demande quand même tout le temps attentif de voir, OK, c'est quoi mon niveau d'énergie en ce moment? Est-ce que tout va bien? Pas non plus d'essayer de faire comme, oh, je suis fatiguée aujourd'hui, j'en ferai moins, puis là, finalement, t'en fais toujours moins. C'est la peur des gens, je pense, hein, d'admettre qu'ils ont une douleur ou qu'ils sont fatigués, de dire « Ah, mais si j'écoute ma douleur, je vais slack. » Comme, je sais pas comment dire, mais je vais ralentir ou je vais ramollir. Oui, c'est ça. Fait que c'est de trouver la balance, de dire « Faut que j'écoute mon corps. De trouver sa limite, tu sais, puis de dire « Faut que tu sortes de ton inconfort pour apprendre, mais faut pas que t'es trop loin parce que tu peux te blesser. » C'est ça. Fait que c'est vraiment personnel à chacun. Je pourrais jamais dire à quelqu'un d'autre t'en fais trop ou t'en fais pas assez, là. Tu sais, c'est tout un travail mental. Tu sais pas, il y a peut-être d'autres stress dans la vie qui se passent que... Ça influence. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, je dirais que peut-être sentir les douleurs, je suis comme assez sensible à voir, puis à voir ce qui est des douleurs normales, puis de ce qui est moins normal aussi. Tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Fait que ça a été je pense que la danse m'a apporté ces outils-là, là, de voir qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est moins correct. Est-ce que c'est quelque chose que les profs amènent? T'sais? Est-ce qu'ils répètent d'écouter le corps, d'écouter les douleurs, ou c'est quelque chose qui te... Des bons profs, oui. Ouais, okay. Des bons profs, oui. Il y en a que non. OK. Mais des bons profs, oui, tu sais, ça va... Ils vont donner confiance aux étudiants à vraiment être à l'écoute. Parce que c'est facile, il y a une culture en danse en particulier, peut-être qu'on peut imaginer juste le ballet, là, mais d'écouter le maître puis faire, tu sais. De la discipline, ouais, c'est l'endurance. Ça. Fait que il y a quand même une culture qui reste, qui est un peu omniprésente, puis des fois, il faut faire confiance complètement au chorégraphe puis aller dans la direction, puis des fois, ben, il faut comme utiliser notre jugement pour faire « ça me tente pas », puis ça me crée quelque chose dans mon corps que ça pourrait juste mal tourner, tu sais. Fait que c'est d'essayer de... C'est ça. Puis en même temps, moi, vu que je suis arrivée un peu plus vieille, avec un jugement peut-être différent de quelqu'un qui a 18 ans, puis qui a peut-être fait de la danse toute sa vie, puis qui a modelé sa façon de penser avec des cours de danse, mais moi, je suis arrivée avec autre chose où je faisais des demandes de bourse. Puis tu sais, j'étais très dans mes projets déjà, puis très entrepreneur. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que pour plein de raisons, là, mais... Tu sens que t'avais une bonne voix intérieure puis que t'étais capable de suivre ton intuition. Ouais. Mais c'est quand même, tu sais, c'est ça. Il y a des choses dans la vie qui font que t'es plus stressé des moments puis que tu t'écoutes moins. Fait que c'est tout le temps un rappel, là. Ouais. Puis dans ton apprentissage, parce que là, t'allais à l'école pour la danse, c'est en art visuel, est-ce qu'il y a d'autres pratiques que t'as eues, d'autres activités que tu faisais sur le côté pour enrichir ta pratique ou améliorer tes compétences ou... Ouais. Parce que t'étais déjà pas mal occupée, mais... Oui. Mais tu sais, est-ce que t'avais un intérêt, tu sais, je donne un exemple pour du yoga, des voyages, la lecture, est-ce qu'il y a d'autres choses qui alimentaient ton apprentissage? Ouais, en fait, peut-être
même, tu dis voyage, pendant que j'étais à l'école, j'ai pas fait de voyage, mais j'ai fait énormément de stages. Fait que je mettais mon argent dans tous ces stages-là, peut-être à Montréal, j'étais à Québec, fait que peut-être à Montréal, peut-être à Toronto, différents endroits. Fait que c'était aussi du temps que je travaillais pas, mais que je mettais tout mon temps puis mon travail personnel là-dedans. Mais j'ai fait ça me fait penser parce que j'ai fait un voyage juste avant de rentrer à l'école de danse, j'ai fait un voyage de 3 mois en Thaïlande, puis ça a été peut-être une première approche, un premier contact avec le bouddhisme. Fait que avec ça est venu juste une façon de penser un peu différente, un peu comme où j'avais comme un espace pour questionner mes propres façon de penser. Fait que, tu sais, par rapport juste à être avec la politesse ou avec comment vivre en société. Là-bas, la logique est juste tellement différente que, tu sais, il n'y a pas de culpabilité souvent, il n'y a pas de... C'est ça, c'est une culture de la honte et non pas de la culpabilité. Peut-être, oui, c'est ça. Que l'héritage catholique qu'on possède, c'est beaucoup axé sur la culpabilité, le vice, puis se sentir un peu sale, mal à l'aise d'avoir commis certaines choses, tandis que certaines cultures asiatiques, ça va être plus axé sur le regard et le jugement des autres. Puis ça, ben, tu sais, pour moi, c'est pas particulièrement, mettons, important pour moi. Fait que quand je suis arrivée là-bas, peut-être que je l'ai pas senti ce côté-là, mais je sentais encore moins certaines légèreté. Ah ouais, totalement. Fait que ça m'a beaucoup influencé, ça m'a beaucoup suivi par la suite, puis ça a été comme un gros voyage avant finalement d'en faire plus tard, après l'école. Mais j'ai fait comme plein de voyages, si on veut, avec tous les stages, puis toutes les approches que je suis allée chercher un peu partout. Je faisais beaucoup de yoga, du hot yoga. J'aimais, c'était une bonne balance avec tout ce qui était physique et musculaire, d'aller étirer puis d'aller relaxer, quand même en force puis en puissance. Mais c'était juste comme différent de ce que j'apprenais à l'école. Puis autrement, il y aurait comme tu sais, avec l'école aussi, il survient des douleurs, des choses. Bon, ben, avant que ça devienne des problèmes, moi, j'allais beaucoup voir, disons, des ostéos, sinon acupuncteurs au besoin. Puis, fait que ça m'a quand même beaucoup appris sur mon corps. Puis, une chose importante pour moi, ça a été le Reiki. OK. Connais-tu? Oui, okay. J'ai une amie que j'ai rencontrée pendant mon travail à HEC. Ouais. J'ai fait une petite parenthèse sur elle, peut-être que je l'inviterai un moment, mais on était les deux comme... Tu sais, la culture à HEC est assez professionnelle. Puis là, on était, je pense, 2 filles qui voulaient comme être professionnelles dans notre club, dans notre site, comme était vraiment by the book. Puis tu sais, à force de se connaître, on a eu des conversations un peu plus personnelles. Puis là, tu sais, moi, je parlais je pense peut-être plus de mes questionnements personnels, de spiritualité, puis là, elle me dit « je fais du Reiki », puis comme, tu sais, je voyais que c'était peut-être nouveau pour elle de l'affirmer comme vraiment ouvertement, puis surtout avec le contraste de son style. Puis là, finalement, on essaie de s'assumer là-dedans, j'ai eu une séance avec elle, mais je n'en connais pas plus que ça, fait que je sais pas comment toi tu l'as vécu. Ben, c'est ça, j'avais un ami, c'était le chum d'une amie qui faisait son cours pour devenir maître Reiki, fait que là, avec des niveaux, là, quand même assez avancés, puis ça m'a intriguée, je comprenais pas ce que c'était. En gros, c'est un travail d'énergie, fait que c'est pas un massage, mais c'est un... En fait, là, tu sais, j'aime vraiment beaucoup le dire comme ça, là, mais tu sais, l'idée que Jésus va changer l'eau en vin, c'est un peu ça, dans le sens que si je mets mes mains autour du verre d'eau puis que j'envoie un peu d'amour, il va goûter meilleur. Tu sais, c'est juste ça. Tu sais, puis ce que, dans le fond, tes parents ou ta grand-mère, quand tu cuisines puis que c'est tellement bon, c'est qu'il y a de l'amour. C'est vraiment basique comme ça, comme j'aime l'expliquer. Fait que c'est ça, fait que tout dépendant, des fois tu vas avoir des endroits où c'est un peu bloqué, bon, le côté énergétique, fait que ça aide si quelqu'un a cette capacité-là d'être un peu un canal, puis de transférer, d'amener l'énergie dans un corps, fait que ça peut aider à comme débloquer des choses. Moi, ça m'a appris à être encore plus fine là, dans ma sensibilité. Puis aussi, il y avait peut-être des choses où des petites douleurs qui partaient jamais, que c'était pas une blessure, mais c'était juste énervant. Ouais. Puis ça l'a passé à force d'être plus consciente de certaines parties de mon corps, puis ça l'a passé. Fait que pour moi, ça a été vraiment une technique importante.
J'ai fait mon premier niveau, comme probablement elle a fait, qui est accessible à tout le monde. Puis ça te donne vraiment juste des outils pour le faire sur toi-même ou pour le faire avec quelqu'un d'autre. C'est juste, je pourrais en parler un peu plus, je vais avoir peut-être autre chose à te parler un peu plus tard qui est plus récent, mais ça donne beaucoup de empowerment, de genre sentiment de vraiment avoir le pouvoir sur sa vie, qu'on n'a pas besoin nécessairement de... C'est simple, tu sais, puis c'est juste de l'énergie, c'est pas un médicament, puis c'est pas 1000 exercices. Des fois, c'est juste ça. Fait que, ouais. Mais non, ça résonne. Moi, ce qui m'avait aidé de l'acupuncture et du Reiki, c'est qu'on dirait que ça m'a appris à être attentive à comment je me sens dans le calme. Au lieu, je pense que j'ai toujours une activité cérébrale, intellectuelle vraiment forte qui a toujours un peu été... C'est comme du bruit, tu sais, c'est comme un bruit permanent dans ma tête. Puis je me sentais réellement déconnectée de mon corps. Tu sais, c'était pour ça que la danse me paraissait inaccessible parce que je voyais pas encore en quoi j'étais maître de mon corps puis capable de le faire bouger dans une certaine direction. Tu sais, j'avais l'impression qu'il était rigide puis qui était immobile puis que j'avais pas nécessairement de pouvoir là-dessus. Fait que quand tu parles d'empowerment, puis je me rappelle les premières séances avec un acupuncteur, je pense que personne autour de moi avait fait des séances, c'est pas personne qui me l'avait fait. Je pense que j'étais tombée sur un pamphlet, puis j'avais lu que ça pouvait aider avec l'anxiété, tu sais. Fait que je me disais, c'est vraiment exploratoire. C'est sûr. Tu sais, ce que je trouvais difficile de gérer mon anxiété dans la vie, c'est que c'est tellement facile de dire, quand t'as une douleur quelque part, de dire, j'avais mal, là j'ai fait ça, puis là j'ai plus mal. L'anxiété, c'est un peu plus flou, il y a plusieurs causes, fait que c'est jamais comme une chose qui a transformé ma vie. C'est comme un ensemble de choses. Mais bref, première rencontre avec l'acupuncteur, ce qui m'a vraiment fait du bien, c'était que jusqu'à maintenant, j'étais dans le système médical classique où, tu sais, les médecins, à cause du fonctionnement du système, n'ont pas le temps nécessairement de s'asseoir avec toi. Fait que juste que l'acupuncteur s'assoit puis me demande c'est quoi le problème, en guillemets, mais qui passe à travers toute une liste de symptômes. Fait que je sais pas si c'est habituel de tous les acupuncteurs, mais lui, c'était, quand je lui disais, il disait, mettons, fais-tu de l'insomnie? C'était pas juste fais-tu de l'insomnie ou non, c'était est-ce que tu as de la misère à t'endormir? Est-ce que tu te réveilles au milieu de la nuit? Est-ce que tu fais des cauchemars? Est-ce que tu te réveilles avant la fin de ta nuit? Est-ce que tu t'endors pendant la journée? Fait, on dirait de rajouter des mots puis de comprendre un petit peu plus ce que je ressentais. Juste ça, de nommer les choses dans le calme, ça m'a fait prendre plus conscience de moi. Puis je trouve que le Reiki, c'est un peu la même approche. Je veux dire, on se pose, puis on écoute, puis on essaie de pas nécessairement rationaliser, mais juste dire comment je me sens, puis de sentir que il y a une énergie qu'on est capable de contrôler au final, tu sais, puis que ça passe pas nécessairement par le cerveau. Même si ça fait peur, mais de l'admettre, tu sais, mais... Oui, puis, tu sais, ce que tu dis aussi, c'est... des fois, de juste mettre des mots, parce qu'on peut le juger dans sa tête, c'est faire j'ai une blessure, ça veut dire ça veut sûrement dire que je fais pas attention à telle affaire. C'est comme, non, t'as juste une blessure, c'est tout. Puis, fait que de juste, d'enlever l'espèce de pression qui vient autour de ça, c'est un état, puis c'est normal. Tout, tu sais, se sentir bien et pas bien, ça existe, on est vivant. Fait que c'est normal de sentir les deux. Il faut pas se sentir mal parce qu'on se sent mal. En tout cas, ouais. Fait que mais c'est neutre. C'est fou quand tu le réalises. C'est la même chose avec la gestion des émotions, comme avec l'anxiété. Tant que tu essaies de le bloquer, ça s'en va pas nulle part. Ça va juste s'accumuler. Puis ça peut avoir des répercussions un peu plus grandes parce que ton corps va juste l'accumuler jusqu'à ce que ça devienne... Tu sais, je tombais souvent malade des fins de session. Tu sais, je pense que j'ai fait peut-être 2 dépressions mineures pendant ma maîtrise parce que j'étais trop stressée, mais quand t'es tout le temps dedans, tu t'en rends pas compte, tu sais. Puis là, c'est de dire, si tu l'acceptes, ça fait peur parce que c'est de mettre des mots puis de dire, je pense que je suis comme ça ou que je ressens ça, mais c'est la première étape pour dire, OK, c'est tout. Tu sais, pas de scénario supplémentaire, voici ce que les choses sont, puis juste ça libère. Comme juste ça, c'est la première étape. Ça... Puis pour revenir au bouddhisme, parce que je sens que cette vision-là est un peu reliée à ça. Est-ce que quand tu es allée en Thaïlande, est-ce que c'était volontairement dans le but de faire un voyage pour te familiariser avec le bouddhisme ou c'est quelque chose qui est venu sur ta route? Non, en fait, je suis venue sur ma route, des gens que j'ai rencontrés, des moments. Je me souviens d'avoir accueilli mon ami le soir qui arrivait du Canada puis qui venait me rejoindre. Puis on s'en allait, je me suis dit, je vais lui montrer la ville. On s'en va pour prendre un tuk-tuk, puis là, il fallait bargainer le prix. Puis ça faisait déjà un mois que j'étais là.
Puis là, je me mets à m'organiser les prix, puis là, le conducteur voulait pas. Fait que je fais, mais c'est correct, je sais que c'est pas loin, de toute façon, on va marcher 30 minutes, puis ça va être fait. Puis il me fait... putain, c'est un peu, tu sais, argumenté ensemble. Puis là, il dit, OK, ça va être correct pour ce prix-là. On embarque, puis tu sais, au lieu d'être fâché puis de garder ça dans le nuit, il me montre un fruit qu'il est en train de manger, puis il dit, t'en veux-tu? C'est ça? Puis, je veux dire, c'est fini. Ouais. Tu sais, je veux dire, normalement, sinon, si tu t'en vas quelque part d'autre, c'est comme, ouais, là, la fille, elle est fatigante. Puis t'en reparles. Là, tu revois quelqu'un d'autre le soir, puis tu dis, hey, tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, là. Il t'avait ça, puis non. Ouais, c'est ça. Puis là, c'était fini. C'était, je veux dire, on s'est argumenté ensemble. Ouais. Puis, c'est fini. Là, on est rendu à un autre moment. Puis là, ben, on échange nos fruits, puis tu me fais connaître un fruit en ce moment, puis que... T'étais-tu un peu sceptique? T'étais comme un peu méfiante, genre? Non? Ben, non. Mais c'était comme... parce que ça faisait un mois que j'étais là, puis la manière, je savais que c'était de bon cœur. Tu le sentais. Ouais, c'est ça. Mais c'était juste genre... Ah ouais, c'est exactement ça que je suis en train d'apprendre ici, tu sais. Fait que non, ça a été au fur et à mesure. Puis... peut-être aussi, vers la fin de mon voyage, j'étais allée sur une île où c'est pendant l'été que j'étais là. Fait qu'il y avait une île où je suis allée, mais c'était pas touristique pantoute pendant ce moment-là. Parce qu'il y a beaucoup de vagues. Fait que c'est pas aussi paradisiaque. Okay. Ouais. Fait que j'étais là, moi, en fait, pour plein d'autres choses. Il y avait du surf, par contre. Mais le surf, c'est pas connu vraiment en Thaïlande. Fait qu'il y avait personne. Puis j'habitais une petite place où plein de bungalows. Puis le propriétaire était tout seul. Puis fait que finalement, le matin, j'échangeais, tu sais, on prenait le thé ensemble le matin. Puis c'était un monsieur peut-être de comme 60, 65 ans, je sais plus. Puis c'est juste qu'on parlait de la vie. Puis pour lui, il était malade à ce moment-là, puis il parlait de la mort. Puis ça se peut que ça arrive, puis c'était comme... il y avait pas de... Il y avait drame, il y avait pas de drame, c'est ça. Puis ça fait qu'avec lui, par rapport, tu sais, avec plein de discussions, j'étais comme, ah ouais, il y a une autre façon de penser qui m'interpelle vraiment beaucoup, tu sais. Fait que c'est ça. C'est drôle, ça, je pense que j'en ai parlé à un autre des podcasts, mais une vision qui a changé, un œuvre qui a vraiment changé la vision de la mort à moi puis Vin, c'est le film Coco. Je sais pas si c'est de Pixar. Non! C'est un film, c'est un petit gars au Mexique. Ça se déroule à la fête des morts. Ouais. Puis il veut jouer de la musique, mais pour X raison, sa famille veut pas qu'il en joue. Puis à cause d'un concours de circonstances, il balance du côté des morts. Puis il retrouve sa famille, les personnages sont des squelettes dans le fond. Fait qu'il renoue un peu avec sa famille, mais ses ancêtres. Puis de comprendre un peu toute la culture autour de la mort, ça m'a fait réaliser que j'ai l'impression, du moins en Amérique du Nord, la mort est un énorme drame. C'est souvent quelque chose qui est vu comme étant traumatisant, duquel des fois on peut ne jamais s'en remettre, qui crée une paix profonde. Puis c'est comme on dirait que ça m'a fait voir qu'il y a une continuité. Puis que se remémorer la personne, puis valoriser tout ce que la personne nous a appris, c'est vraiment enrichissant, puis ça allège l'esprit énormément. Puis ça nous apaise un peu aussi peut-être avec notre propre mort, même si ça fait encore peur par moment, mais en fait. Oui, mais on parlait de thèmes, là, en art visuel et en danse. Je pense que je suis très influencée ou très touchée, même dans les sujets par rapport à la mort. C'est l'impermanence ou les choses qui finissent. C'est quelque chose qui m'interpelle vraiment beaucoup, que je suis fascinée. Puis je suis allée au Mexique récemment, fait que j'étais... Je veux dire, il y a des places qui ont des noms de la mort, tu sais, puis je veux dire, la rivière de la mort, tu sais. Puis c'est pas quelque chose de mauvais pour eux, c'est beau, ça fait juste partie de la vie. Fait que... Juste l'œuvre les crânes, là. Moi j'adore les crânes mexicains, je pensais même me faire un tatou, j'ai pas encore le gosse, parce que je sais pas si pendant 50 ans je veux vraiment avoir ça sur mon bras, mais c'est vrai que c'est beau. J'étais allée au Mexique avec ma famille, puis tu rentres dans une boutique, puis c'est des tailles de mort partout, puis j'étais plus jeune à l'époque, puis au début, ça me paraît étrange, puis il y a un malaise d'avoir des tailles de mort, puis là, ça devient une œuvre, puis il y a quelque chose de vraiment joyeux aussi, parce que c'est toujours coloré. Fait que, en tout cas, c'est sur ma bucket list d'y retourner à la fête des morts pour assister à ça. Mais... oui, par rapport au thème, à tes œuvres, tu disais que tu es assez active, entreprenante, tu lances tes projets. Mettons, parmi les projets que tu as fait dernièrement, que tu as développé toi-même? Parce que je pense que tu t'appliques pour tes propres projets, c'est ça? Dans le fond, tu
t'es avec des chorégraphes, puis tu danses pour eux, mais t'as aussi tes propres ouais. œuvres. OK. T'as-tu un coup de cœur? Y a-tu comme un projet en particulier comme pour qui je t'a danse, marqué, mettons? que toi t'as développé? Tu sais, tantôt je parlais du duo d'artistes, là, le duo que j'avais quand j'étais à l'université, qu'on a laissé tomber, mais moi, j'y tenais beaucoup. C'est On va parfait. faire un petit peu de texte. Puis, en fait, depuis 2 ans environ, j'ai décidé de me replonger un petit peu plus dans les arts visuels en général. Puis le personnage que j'avais dans ce duo-là est revenu. Fait que maintenant, je la fais danser. OK. C'est quoi son nom? Eve-Marie. OK. Mais en fait, avant, elle avait un nom de famille qui était... Parce que c'était comme un couple qu'on mettait en scène. Mais ouais, Eve-Marie, on peut même la trouver, c'est vrai, sur Instagram. Okay. Marie, puis c'était qui son homme, là? En fait, c'est ça. Elle s'appelait... Avant, son nom de femme mariée, c'était Eve-Marie de La Fontaine. Okay. Maintenant, c'est devenu Eve-Marie. Elle a juste repris son nom de jeune fille. Tandis que lui, c'était Pierre-Jean de La Fontaine. Mais lui n'est plus disponible. Okay. Ouais. Mais j'aimais beaucoup parce que c'est vraiment une alter ego puis qui me permettait, parce que je pense que j'ai essayé en fait de faire des œuvres peut-être chorégraphiques plus personnel, puis ça me met tellement... Je suis pas prête de faire ça, ou peut-être que je serais plus prête de le chorégraphier sur d'autres gens, puis j'ai pas pris le temps encore de faire ça. Fait que quand j'ai eu à créer un solo, il y a environ 2 ans, un petit peu plus, puis je l'ai repris, puis ça m'a beaucoup... en fait, c'était juste beaucoup de joie, parce que pour moi, je parle à la 3e personne quand je parle d'elle, mais je veux dire, c'est moi qui la danse sur scène, là, mais... Ça devient un personnage, ça devient... Plein de choses est possible parce que c'est elle. Si elle porte des lunettes, fait que c'est comme une chose que c'est pas moi. Puis même sur scène, une danseuse fait pas ça, elle porte pas des lunettes. Fait que, ouais, j'ai utilisé elle. Je l'utilise en photo aussi, en vidéo. Récemment, ça a été plus comme des photos, fait des mises en scène avec elle. Ouais, c'est ça. Puis récemment, je me suis remis plus comme au dessin, fait que c'est comme une manière de méditer, en fait, que je me suis aperçue. Ouais, comment ma tête, des fois, elle me dit c'est long, là, fais-tu autre chose? Puis je suis comme, non, faut que je le finisse, le dessin, parce que peut-être que l'éclairage est exactement, il est comme ça, à cause de la lumière du soleil, puis si je l'arrête là, puis je la prends en main, ça sera pas la même affaire, fait qu'il faut que je le finisse. Fait que c'est comme une pratique que j'aime faire en ce moment, qui est comme des petites œuvres, mais c'est pas des grosses affaires. Ouais. C'est drôle parce qu'au niveau de la matérialité, j'ai l'impression que ton exploration avec Marie t'amène à créer aussi des trucs physiques autour d'elle, tu sais, créer un univers qui devient visuel puis qui demeure. Est-ce que tu sens qu'avec la danse, tu sais, le côté éphémère avec la danse, c'est très fort parce que tu peux avoir une performance, c'est pas filmé, il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces. Ça n'existe plus. C'est ça. Ouais. Tandis que le dessin, tu le finis, il y a un sentiment, j'ai l'impression peut-être d'accomplissement qui est différent. J'ai l'impression, en tout cas, on dirait que la manière que je l'imagine personnellement, c'est de dire, mon petit cerveau qui veut être productif tout le temps se dit, c'est nice d'investir dans un dessin parce que après je peux l'afficher, tu sais, il y a un artefact, il y a quelque chose qui reste de ton travail. Ouais. Puis peut-être que la danse, ça me correspondait pas parce que je me disais, une fois que c'est fait, il n'y a plus rien qui reste. Tu sais, c'est pas quelque chose que je construis, mais je me rends compte en fait que la valeur, à mes yeux maintenant, c'est de dire, si je vis le moment présent, l'émotion que je vais vivre, les sensations, en soi, ont de la valeur, puis c'est tout. Peu importe ce qui en résulte, tu sais. Puis j'ai pas besoin de danser devant personne, puis ça va me faire du bien à moi. Ça me fait penser, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu t'as dit un mot qui m'a vraiment touchée, c'était de dire, la danse, c'est tellement dans le vivant. Ouais. Comme tu dis, si tu te mets trop à réfléchir, puis t'es pas dans le moment présent, c'est un délai peut-être de 1 seconde, puis ça... ta performance sera pas nécessairement la même. Ça sera pas aussi ressenti. Oui, totalement. C'est ça, c'est tellement éphémère que c'est capté là, tu sais, l'émotion puis le mouvement qui arrive comme au même moment, puis t'espères que ça se transmet, tu sais, mais c'est... Puis c'est ça va rester dans la mémoire des gens, mais c'est tout.
peut-être, tu sais, à part sur vidéo, à part s'ils sont comme t'sais. toi, puis que ça n'a rien. Ouais, c'est ça. Ouais, je te laisse. Non, je te laisse. Mais est-ce que tu penses que justement la mort, c'est un sujet qui t'intéresse, l'impermanence, parce que dans la nature aussi de ton travail, puis la manière que tu l'abordes, c'est de justement toujours laisser aller ton énergie, puis laisser aller ce qui a été fait par le passé, parce que justement, il reste plus de traces, là, c'est plus de le vivre. Je sais pas, on dirait, je sais pas, un thème. Ouais, oui, peut-être. C'est vrai que j'avais jamais vraiment réfléchi à, tu sais, le fait que ma job, c'est ça. Mais oui, tu sais, c'est sûr que ça m'habite beaucoup. Il y a beaucoup de laisser aller, beaucoup de... Faut jamais s'attacher, surtout quand on travaille avec des chorégraphes, ou même d'une performance à l'autre. Comment je me suis sentie une soirée, ça sera pas la même chose que je vais me sentir le lendemain. Fait que c'est comme c'est déjà fini, c'est déjà du passé, c'est comme ça sert à rien. Puis même chose quand on danse avec des chorégraphes, des fois on a des moments qu'on aime tellement, puis qu'on aime tellement faire tel mouvement, puis là la chorégraphe ou le chorégraphe arrive puis il dit on va couper ça puis on va passer à l'autre. Fait que là c'est comme mon mouvement. Ouais, c'est ça, il y a des petits deuils. C'est vraiment... Et puis le pire, c'est que c'est arrivé une section complète dans une pièce il y a à peu près 1 an où j'avais un duo, puis la pièce était quand même longue, puis fait qu'il a décidé de couper une partie, puis c'était la partie où j'avais un duo, puis qui était comme plus... Puis sur le moment, mais j'en étais fâchée, puis j'étais... Mais c'est comme... Mais pour la pièce, c'était ce qu'il y avait de mieux. Fait qu'il faut comme faire... juste mettre ça de côté, puis c'était un beau moment à vivre, puis à avoir fait plusieurs fois. Mais c'est fini, puis genre, on met pas notre ego en avant, puis on continue. Ouais. Ah, c'est intéressant. Vince fait aussi de la photo, puis il aime beaucoup faire la photo avec des enfants, des groupes d'enfants, puis on en a fait dernièrement pour une de mes amies qui est aussi passée au podcast, Gianna et John, qui ont une école de musique, ils font des classes dans des garderies puis des CPE, puis ils enseignent la musique par le mouvement, fait que ça connectait avec nous vraiment beaucoup. Puis on est allé assister à une séance, puis on prenait des photos en même temps. Puis quand tu parles de faire le deuil, là, parce que t'as plein d'enfants qui courent absolument partout. Nous, on veut pas rien stager. On n'intervient jamais pour dire à l'enfant, mets-toi là, mets-toi pas là, mets pas ci. On s'assure pour que l'angle de la scène soit bien éclairé et tout, mais après ça, on essaie de jamais intervenir. Puis là, t'as plein d'enfants en même temps qui font plein d'expressions qui sont vraiment valables ça. Puis il y a une partie de moi pas qui mourait graduellement, mais qui était comme, oh my god, j'ai manqué ce moment-là. Puis si t'es dans cet état-là, tu profites plus de la séance. Puis c'est Vince qui me rappelle toujours de dire, comme, c'est juste un bon exercice pour apprendre l'impermanence, puis de dire, cette photo-là, je l'ai manquée, puis personne d'autre va jamais voir le moment que j'ai vu, mais ça fait partie, tu sais, comme, juste laisser aller, tu sais. Ouais, je suis pas rendue là encore, mais mais ça m'a fait réaliser ça, puis je me disais, une partie de moi qui se disait, je veux tellement une caméra vidéo, comme ça, je vais rien manquer, tu sais, ça va juste filmer absolument non-stop, puis là, je me suis dit, non, essaie pas de te tourner vers ça, essaie juste d'apprendre à laisser aller. Ouais. Fait qu'au niveau de ton travail, est-ce que il y a d'autres artistes ou des livres que tu as lus, tu parlais de l'œuvre de Pierre Lapointe que tu as vu tantôt, des pièces de théâtre, mais est-ce qu'il y a des personnes ou des experts ou des œuvres vers laquelle tu retournes souvent pour t'inspirer dans ton travail? Ça se peut que non. Peut-être que tu vas dans plusieurs sources, mais... Ben, je dirais, il y a 3 chorégraphes pour qui je travaille en ce moment qui sont hyper importants pour moi, puis que je me sens très privilégiée de travailler pour eux. De un, il y a c'est ça, la compagnie Social World Dance à Toronto, qui est quand même plus théâtral, collaboratif. En tout cas, ça vient chercher quelque chose de très humain en moi, puis ça me touche vraiment beaucoup. Puis avant de faire partie de la compagnie, c'était aussi de voir les pièces, de voir, il avait fait une pièce avant, c'est quand même une jeune compagnie, puis c'était tellement une pièce parfaite, là, dans toutes ses imperfections. Il y avait des imperfections, puis c'était normal, il en fallait, tu sais. Fait qu'il y a ça, c'est sûr que ça m'a énormément influencé, puis maintenant, c'est quand même une compagnie pour qui je travaille beaucoup. Ensuite, il y a, j'ai parlé de Lina Cruz, la chorégraphe avec qui je travaille en ce moment, puis que je travaille depuis plusieurs années. Une chorégraphe de Colombie qui est établie à Montréal depuis longtemps.
qui est influencée par tellement de choses, puis est tellement surprenante que est influencée par, je veux dire, tout plein, la vieillesse, la jeunesse, la philosophie, les livres qu'elle lit, des références nouvelles. En tout cas, c'est vraiment très... Des fois, ça devient fou comme univers, puis elle nous amène dans une façon de bouger aussi qui est pas du tout, qui m'est vraiment peut-être facile ou, tu sais, pour laquelle j'ai des facilités puis que j'ai beaucoup de plaisir à faire, mais c'est une façon de bouger qui est vraiment très à elle. Fait que ça, c'est vraiment... c'est juste vraiment le fun d'être dans un espace où on est invité à vraiment comme faire quelque chose pour l'autre, en tout cas, puis accomplir quelque chose que l'autre a une image tellement précise, elle a des rêves, elle a plein de choses, puis on les met en image. En tout cas, je trouve que c'est vraiment spécial, c'est vraiment particulier à travailler avec elle, puis c'est beau et nécessaire à voir. Puis sinon, il y a l'autre chorégraphe avec qui je travaille, qui est Alan Lake, qui vient de Québec. Puis c'est en fait, quand je t'ai dit, j'ai vu Pierre Lapointe avec Mutantes, puis ça m'a donné le goût d'aller voir une pièce, ben j'ai vu une pièce à lui, qui était peut-être une de ses premières pièces, longue pièce. Puis quand j'ai vu, j'ai trouvé l'image fabuleuse. Puis j'étais en art visuel, quand je suis allée voir la pièce, il y avait une première partie qui était en vidéo, puis le reste sur scène. T'avais comme une partie film au début. Le film était magnifique, la pièce aussi. Puis à la fin, il parle, puis en fait, il avait fait 2 ans au bac en art visuel. Puis il avait, lui, pas fini, il était allé en danse, mais il était arrivé plus tard en danse. Fait que pour moi, ça m'a énormément influencée. Fait que c'est ça, moi, quand je suis rentrée j'ai fait une pièce avec eux, je sais pas comment ça va se passer par la suite, mais c'est une belle pièce de groupe, puis on l'a présentée l'année passée, puis ça, c'était comme un petit rêve, là, vu que ça a été comme la première pièce de danse contemporaine qui m'a marquée particulièrement. Puis c'était un univers très, tu sais, on utilise la peinture, on utilise la glu, on utilise... il y a des panneaux qu'on bouge, c'est très sculptural dans ce qu'on utilise. Fait que c'est un côté art visuel qui me touche beaucoup. Fait que je dirais au moins ces 3 artistes-là. Il y a toujours Marina Abramovic en art performance à aller voir par rapport à la présence, puis ça m'a toujours bien influencée. Et Matthew Barney. OK. Moi, je connais aucun des noms. C'est sûr qu'après, on les note tous et on va aller les googler. Ça, c'est sûr. Je vais te laisser le présenter. Oui, ben c'est un artiste en art visuel de performance. Il a commencé son travail, puis il en fait un petit peu encore, je pense, mais une de ses premières performances, c'était de se créer dans une salle d'exposition, disons, d'un musée. Il créait une structure souvent suspendue, mais tu sais, mettons, il y a des trucs d'escalade, il pouvait avoir plein d'affaires. C'était un gars du football, OK? Il était full physique, puis il arrive en art, puis là, lui, il se fait une espèce de structure au mur, puis il traîne, je pense, peut-être un crayon peut-être dans sa bouche, puis il se met à dessiner ses œuvres sur les murs à partir de peut-être un crayon dans sa bouche, ou je sais plus, peut-être qu'il faisait tout le temps il y avait un procédé quelconque. Puis il y avait un parcours qu'il devait effectuer, puis ça créait son dessin. Fait que ça, c'est une des choses, il a commencé comme ça, mais il a aussi fait énormément de vidéos, ça a été fait il se mettait en scène, lui et d'autres personnages, mais lui il y avait comme un alter ego aussi, fait que ça m'a influencé vers le côté alter ego très coloré, surréaliste. C'est vraiment fascinant. Ouais, une œuvre qu'il a faite sur un bateau, c'est un film sur un bateau. T'as le bateau qui vient, c'est un personnage en soi, puis lui, c'est très surréaliste, c'est beau. C'est ça. Puis, Eve-Marie, pour rebondir sur l'alter ego, y a-t-il une gamme d'émotions que tu aimes particulièrement explorer avec elle? Ben, je pense qu'elle a vraiment un gros ego. Fait que moi, je trouve ça très drôle. Elle est tellement sérieuse que pour moi, c'en est drôle. Fait que peut-être prendre des choses tellement au sérieux. OK. Es-tu rigide, Marie? Ouais, très rigide. Elle est très rigide.
là, parce que quand je vois, j'imagine la danse contemporaine, je vois l'opposé de rigide. Je vois quelque chose de tellement fluide. C'est ça, mais là, c'est ça, en mouvement, j'essaie je lui donne beaucoup de fluidité, mais à la base, là, elle est très rigide. Elle était coincée. Ah ouais, très coincée. Oui, comment elle a évolué dans le temps, là, parce qu'elle a perdu son compagnon en cours de route. Oui, c'est ça, ben là, c'est une femme libre, c'est une femme, c'est ça, elle découvre plein de pouvoirs qu'elle a. Mais est-ce qu'elle était en amour avec Pierre-Jean? Oui. Okay, c'était oui. Ben, c'est un amour assez platonique, là, mais c'était... Fait qu'elle est séparée, elle n'est pas divorcée, elle n'a pas d'enfant. Ouais, c'est ça, exactement. Puis elle apprend à se dénouer un petit peu. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Est-ce que tu as déjà imaginé un peu sa trame narrative, où est-ce qu'elle s'en va, ou c'est... Faut que je travaille là-dessus. Au jour le jour. Au jour le jour. Faut que je travaille là-dessus. Pour l'instant, il y a plus des images qu'une trame narrative très précise. Ouais. On va suivre son évolution. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, j'ai l'impression que ton propre avancement va faire évoluer le personnage de manière équivalente. C'est drôle parce que moi, Vince, on a des alter ego, on les a pas publiés encore parce que c'est notre amie Marie-Pierre, en fait, qui a, c'était le premier mandat qu'on a fait avec elle. On savait qu'éventuellement, on veut vraiment faire un livre un jour, plutôt que tard. Et on s'est dit, pour illustrer certains concepts de mouvement, ça serait fun d'avoir des personnages. On voulait pas nécessairement des personnages enfantins, parce que nous, on voulait initialement s'adresser vraiment aux adultes, mais développer des outils qu'ils pourraient utiliser avec des enfants. Mais tu sais, on voulait, somme toute, des personnages qui pourraient parler à beaucoup de monde. Puis c'était ça, le mandat Marie-Pierre, c'était, on veut des personnages de renard. Puis là, on s'est rendu compte que, justement, on pouvait, au lieu d'en créer un personnage central, surtout qu'on a des personnalités différentes, on s'est dit, ben, on va en faire deux. Puis là, on a commencé à leur créer une histoire. Fait que les personnages s'appellent comme nos grands-parents. Fait que la renarde s'appelle Lily, parce que ma grand-maman s'appelle Liliane. Et son ami, c'est Marcel, parce que le grand-père avait s'appelle Marcel. Marcel, super. Puis maintenant, ils ont chacun leur personnalité. Tu sais, Lily, c'est un peu plus droite, plus réfléchie. C'est genre, dans son sac à dos, elle a tous les outils possibles. Elle est toujours prête parce qu'elle planifie. Puis Marcel est plus spontané. Il aime improviser, il est débrouillard, il est ratoureux, puis il est plus easygoing, disons, tu sais. Puis, mais maintenant, ça devient des personnages qu'on réfère, tu sais. Des fois, on regarde, justement, Marie-Pierre nous envoyait des choses, puis c'est ça, c'est ce style-là, il est trop Marcel, ou ça, c'est ce style-là, il est trop Lily, puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de libérateur. Je pensais jamais faire de la fiction ou quoi que ce soit. Ça aide de se distancier un petit peu, puis on peut travailler sur soi, mais comme, c'est ça, comme exactement. Un personnage, c'est fun, Ouais, absolument. Fait que c'était, fait qu'on n'a pas poussé l'idée encore. Mais que Marie-Pierre revienne de son 6 mois de marche, on va peut-être s'y remettre, on va vraiment temps de lieu. Mais, ben, justement, pour bondir sur Marie-Pierre, une des premières choses qu'elle nous a mentionné sur toi, c'était hey, j'ai une amie qui fait de la danse gaga, puis je pense que ça vous plairait vraiment beaucoup. Fait que je serais intéressée d'en parler avec toi. Je ne connaissais pas ça du tout. Et je pense que ça serait une expérience que j'aimerais bien vivre. Même si jamais dans ma vie, j'aurais pensé vivre ça. Qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'on peut en faire dans le monde? Oui. Fait que, ben en fait, là, regarde, de un, ça vient... ça a été, si on veut inventer, mais c'est pas vraiment inventé, là, c'est plus comme une espèce de philosophie ou une approche, en général. C'est pas vraiment une technique, mais plus une approche de danse, de mouvement dansé, qui vient d'Israël, de Ohad Naharin, qui est un fondateur du Gaga, mais qui est aussi chorégraphe, qui était danseur, puis il travaille pour la Batsheva Dance Company, c'est en Israël. Lui, en fait, après des blessures, il y a comme beaucoup de techniques, en fait. Après une blessure, certains artistes font ça, ou athlètes. Lui, il s'est mis à réfléchir un petit peu sur quoi faire quand, tu sais, vu qu'il était blessé, qu'est-ce qu'il pouvait faire, lui, pour se guérir. Fait que, par la danse, lui, il avait trouvé des moyens pour soulager des douleurs, puis retrouver le plaisir de danser, puis retrouver, tu sais, du mouvement dans son corps. Fait qu'il a commencé, si je me trompe pas, là, quand même à faire ça un peu plus pour monsieur, madame, tout le monde. Puis c'était vieux, jeune, peu importe. Lui, c'était un peu aussi sa manière de rechercher un peu avec tout le monde, de voir, OK, par où qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'il pouvait dire, qu'est-ce qui était mieux qu'ils disent pas.
Fait que éventuellement, ben, les danseurs de la compagnie pour qui lui chorégraphiait, ils ont dit, ben nous, on est tannés des classes de ballet, ça nous prépare pas vraiment pour ton travail, on aimerait ça faire du gaga, ce que tu fais avec les autres. Fait qu'il a développé ensuite un petit peu plus quelque chose d'un petit peu plus peut-être technique, ou en tout cas approprié pour c'est devenu le métier de une la danse. approche de danse en soi. Ouais, c'est ça. Mais t'as encore les deux. T'as le Gaga People, t'as le Gaga Dance, Gaga Dancer. OK. Fait que le Gaga People, c'est vraiment pour tout le monde. Puis le but, là, comment j'y pense à ça, c'est vraiment qu'il faut avoir du plaisir. OK. Fait que si t'as une douleur, si t'as quoi que ce soit qui fait que t'as pas de fun, tu sais, questionne-toi un petit peu, puis change un petit peu ton approche. Fait que le but est vraiment d'avoir aucune douleur. C'est vraiment très, très important. Beaucoup de plaisir. C'est en mouvement pendant quand même 1h15, fait qu'on n'arrête jamais. On parle pas dans la classe, juste pour pas aller dans les mots puis essayer d'expliquer ou de poser des questions, puis c'est juste les élèves parlent pas, le prof parle. OK, c'est ça, je me disais, sinon il fait juste des signes, puis il faut le limiter. Non, mais... Ben, on imite, ça a été... c'est très chouette quand même, le prof est toujours en mouvement aussi. Ça se passe souvent là, qu'il est au centre, tout le monde est comme autour, puis peu importe, tu plugues sur toi-même. Fait que tu regardes le professeur ou tu regardes les autres pour voir quand tu sais pas quoi faire. Mais lui ou elle va guider. Puis c'est improvisé, mais disons on va parler peut-être que ok, sentez qu'il y a une balle qui rentre dans votre main, puis là ça en va tranquillement dans votre sternum, puis elle ressort. Fait que tu sais, là, à la place de penser à ton bras qui bouge, mais là tu penses à une balle. Fait que c'est comme déjà plus le fun, c'est plus un jeu. Il va y avoir beaucoup de jeux, beaucoup d'imagination, ça interpelle beaucoup notre imagination de plein de façons. Des fois, avec ok, tu sais, là, ça va être peut-être... ok, sentez-vous comme une crème glacée molle, qui arrête plus de fondre. Fait que là, tu sais, elle fond, mais elle refond tout le temps. Tu t'en vas pas complètement au sol. Mais... C'est comme un gif, là, qui repart tout le temps. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, fait qu'il y a plein d'images, puis ça dépend des profs. J'imagine qu'il y en a des plus flyés que d'autres. C'est ça, exactement. c'est ça, puis... fait que c'est très intéressant. Comme professeur, il y en a 2 à Montréal, Laura Thomas puis James Viveros, qui habitent ici. Des fois, on va avoir des profs invités ailleurs aussi au Canada, mais si je me trompe pas, il y en a pas d'autres au Canada. Il y en a un petit peu aux États-Unis, puis sinon, ils voyagent beaucoup. C'est des profs qui, des fois, dansent pour d'autres compagnies, fait qui donnent des cours à d'autres moments. Quand eux, ils se promènent. Puis pour que ça s'appelle de la danse gaga, s'il n'y a pas beaucoup de profs, c'est-tu parce qu'il faut, justement, aller en Israël, suivre des formations pour pouvoir appeler ça comme ça? Oui, exactement, c'est ça. Moi, je peux pas donner de cours, quoi que ce soit, je peux en parler, parce que j'aime tellement ça, mais non, c'est ça, je donne pas de cours de gaga. Faut avoir une formation, ou sinon, faut avoir travaillé pour la compagnie Batcheva, parce qu'eux font ça à tous les jours. Mais autrement, ce qui est très fascinant, c'est que quand tu t'en vas à Tel Aviv en particulier, en Israël, ou peut-être même, j'en ai moins parlé partout en Israël, mais quand tu t'en vas à Tel Aviv puis que tu parles de gaga, la plupart des gens en ont tout essayé. C'est comme du yoga. Tout le monde connaît ça. Tout le monde est très fier aussi de cette compagnie-là qui réussit à tourner partout dans le monde. Puis qui propose une vision forte du mouvement. Fait que, ouais, c'est très inspirant d'aller là-bas puis dire on fait du gaga, puis tout le monde a essayé que ce soit... C'est assez normal. Puis quand tu reviens ici au Québec puis t'en parles, est-ce que... J'imagine que les réactions doivent être mélangées. Il y en a qui doivent être intrigués. Puis je suis sûre qu'il y en a qui sont terrorisés à l'idée d'être exposés comme ça. T'as-tu ces réactions-là de dire « Oh mon Dieu, je serais jamais capable de faire ça devant tout le monde? » Pas dans mon cercle d'amis. Puis tu sais, même, je suis allée, j'ai amené des gens au gaga qui, je pensais pas que ça les intéresserait, mais c'est pas une classe... tu sais, chorégraphiée, là. Puis le but, c'est pas d'être intimidant. Je suis sûre que dans l'approche, la première chose, ça va être de créer une ambiance de confiance. Oui, c'est toujours de la bonne musique. C'est toujours... Tu sais, si t'as pas de fun, c'est bizarre, là. C'est peut-être pas un bon prof, mais là, tout le temps que j'ai eu des cours de gaga, chaque prof est quand même différent, mais il y a tout le temps comme des petites images qui te restent en tête, puis c'est comme, c'est tellement une nouvelle façon de bouger, c'est tellement une idée différente, puis tu regardes les autres parce que tu veux t'influencer, mais personne te regarde pour te juger. C'est même pas le prof, là, tu sais. Le prof se sert de ce que tout le monde fait pour peut-être guider sa classe,
Mais, ouais, il n'y a pas de performance, là. Mais quand tu parles d'abord, on dirait que ça me paraît évident en quoi c'est différent. J'ai l'impression... Avant, j'imaginais la danse comme faire bouger mon corps pour lui faire accomplir un certain mouvement qui va avoir l'air d'une certaine façon. C'est de dire... Puis on dirait que j'avais pas confiance en mon corps de dire... Ben, j'ai pas la shape d'une danseuse, je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable d'évoquer telle chose, puis techniquement, je suis pas capable d'accomplir tel mouvement, fait que je pourrais jamais le faire. Puis là, tu me fais réaliser que c'est une approche qui est juste centrée sur comment est-ce que tu te sens. Comment est-ce que tu sens le mouvement dans ton corps, puis c'est la seule chose qui est importante. Ouais. C'est pas de quoi te l'air, vraiment pas de quoi te l'air. Non, vraiment pas. T'as-tu d'autres exemples? Je serais curieuse d'entendre d'autres exemples de mouvements qu'on fait. Qui est fait, moi. Il y a la baille, il y a la crème glacée. Ouais, crème glacée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On sent... Ah oui, ben, ça interpelle beaucoup, tout plein de sens. Des fois, j'ai des profs qui disaient, OK, goûtez quelque chose que, tu sais, un fruit ou quelque chose que vous aimez vraiment. Là. Puis, tu sais, t'es capable, toi-même, de t'imaginer un goût de fraise. Là. C'est incroyable, ce que ta tête peut faire. Puis après ça, c'est comme, il disait, apportez ce goût-là, puis goûtez-le, mettons, dans votre bras ou dans une jambe. Puis c'est comme, c'est étrange, mais on est capable de faire ça. Fait que c'est... Puis ça te fait bouger d'une façon un petit peu plus différente. Peut-être des fois, la peau va être un petit peu plus malléable parce que c'est tellement un goût qui t'aime, puis t'es capable d'apporter cette sensation-là, d'aimer tellement ce petit goût-là. En tout cas, ça, c'est des choses. On va danser des fois, même si on danse pendant, on bouge pendant 1h15, il fait chaud, puis il y a des moments où c'est plus intense, des moments plus calmes. Puis souvent dans les moments plus intenses, on va se mettre tout à coup ils nous proposent des fois de danser comme si on était dans une douche froide. Puis tu sais... Je sais que t'es froid, t'as-tu la chair de poule? Oui, c'est ça, tu sais, comme t'es capable de te proposer ça dans ta tête. Tout est possible. Puis tu sais, tu te mets à danser puis à vraiment faire comme si t'étais sur une douche froide, puis on dirait que tu la sens la douche froide. Il y a des choses comme ça, être comme un chat aussi, tu sais, les chats qui snappent en 3 secondes, enfin, même pas 3 secondes, en moitié de seconde. C'est des choses qu'ils nous proposent, puis ils nous amènent dans des états comme ça. Ouais, il n'y a pas de limite, c'est toujours ça. C'est ça. Mais je pense que je me suis jamais vue comme quelqu'un ésotérique, spirituel, ou particulièrement... je sais pas sensible ou à l'écoute de ça, mais je crois réellement que c'est de plus en plus que ta perception d'une chose va influencer comment tu te sens, puis ta vision du monde, puis ça, tu vas créer ce que tu perçois, puis juste de s'imaginer qu'il fait froid, tu vas avoir la chair de poule, là. Je m'en rends compte avec l'hiver, tu sais, avant j'aimais pas vraiment l'hiver, c'était un moment pénible à passer, j'avais hâte que l'hiver finisse, je m'habillais pas si bien, mais genre je chialais qu'il faisait tout le temps froid, j'avais ça attendre l'autobus dehors, puis mes pieds gèlent. Puis là, finalement, cette année, on a essayé d'avoir la résolution de s'exposer au froid, parce qu'on croit que plus on s'expose au froid, plus notre corps va apprendre à se réguler, en fait. Ouais. Puis maintenant, on dirait qu'à chaque fois que j'ai la pensée de « Ah, il fait froid, c'est chiant », voilà, j'essaie de me dire « Il fait pas si froid, en fait », tu sais. Puis vraiment, je suis vraiment plus tolérante. Puis maintenant, comme... je sors dehors avec mon manteau vert, puis j'essaie de voir le froid comme une sensation agréable. Tout simplement, tu sais, au lieu de dire nécessairement que c'est mauvais ou c'est achalant, puis de dire je vais réchauffer mon corps moi-même. Fait que je suis sûre que j'imagine que pour certaines personnes, ça paraît très peu probable. Même d'imaginer que tu peux goûter une fraise par ton bras, mais... Mais je pense vraiment que si on porte attention, puis on peut rediriger notre esprit, puis canaliser notre énergie pour ça. Mais en tout cas, ça me parle. Ma prof de yoga avait déjà fait un exercice de imagine que t'as un seau de balle de ping-pong qui est comme versé dans ton corps, puis il rebondit juste absolument partout. Là, c'est juste, ça devenait tellement le fun, là, j'imagine, puis genre... C'est ça! Puis elle dit après, ben, envoie les balles sur tes nœuds musculaires, genre sur tes tensions, puis genre, des fois je le fais, tu sais, je suis arrêtée, puis j'imagine une petite balle qui rebondit, puis... Ouais, ben c'est ça, ben je pense qu'elle nous offre comme une façon de voir notre corps qu'on se permet pas, ou qu'on a déjà, on s'est dit, je suis faite comme ça, puis ça va être de même, mais là, tout à coup, on a des propositions de façon de penser un peu différentes. Ça change une perception de notre corps pendant au moins 1h15, puis des fois, ben, après, ça dure. C'est ça, parce que tu dis, j'ai été capable de faire finalement, puis après, tu l'intègres, puis tu l'amènes avec toi dans ton pratique. Très intéressant. Mais la question la plus importante, c'est est-ce que Eve-Marie fait du gaga? Non. Non.
Mais malgré qu'elle est sûrement très influencée, là, mais... Ouais, elle est assez influencée dans ça, mais... On verra, la ouais, suite de son histoire. Je pense pas qu'elle irait faire une classe. Elle aurait une classe personnelle, je pense que... ok. Privée. Fait que, on va prendre en note ça pour les gens qui seraient intrigués. Pour la danse gaga, on va le mettre dans les notes du podcast pour justement les studios à Montréal. Pour conclure un peu sur ton approche du mouvement, il y a un thème qui te tient à cœur dans le monde du mouvement qui est l'immobilité. Je sais pas trop comment formuler la question, mais qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à l'immobilité? En fait, j'y ai repensé depuis qu'on s'est parlé récemment, mais en fait, non, c'est ça, le thé sera pas, c'est pas celui-là. Mais mettons, tu sais, un thé matcha. Okay? Je vais apporter ça, comme idée. Il y a toujours des petites particules dedans. Puis tu peux prendre ton thé, puis tu sais, le shaker, puis genre, tu sais, tu vois tout, puis tu le bois, bon, tu bouges la tasse. Mais une fois que tu mets la tasse là, puis que tu regardes à l'intérieur, ça se met tout à bouger, mais juste plus lentement, puis tu peux voir chaque petite particule du matcha. En fait, je pense que c'est ça, tu sais, ce qui m'interpelle avec l'immobilité, c'est que, tu sais, quand on prend peut-être 30 minutes pour s'asseoir, puis être en méditation, puis juste comme, voir comme, tu sais, juste essayer de relaxer ses pensées. En tout cas, on peut avoir plein de techniques différentes pour méditer, mais la tasse de thé, pour moi, est un peu cette image-là. Tu sais, la tasse, c'est comme notre corps, notre enveloppe, puis ça bouge tout le temps à l'intérieur, de toute façon. Tu sais, je veux dire, on a des organes, on a tellement d'affaires, on a nos pensées, on respire. C'est ça. Mais si on arrête, on peut les voir. Si on la bouge comme tout le temps un petit peu, ben ils vont trop vite. On sait qu'ils sont là, mais on sait pas qu'est-ce qu'ils font. Puis on sait pas c'est quoi leur mouvement. Une fois que tu arrêtes la tasse, ben là tu les vois, les particules. Puis là tu peux voir où ils s'en vont. Puis ils vont jamais arrêter de bouger parce que c'est de l'eau, tu sais. C'est comme... Fait que c'est un peu faire la même chose avec son corps. Où ton enveloppe, ben, elle est fixe. Puis c'est pendant ce temps-là de méditation, peut-être, t'es plus capable de voir c'est quoi les petites choses qui veulent peut-être arriver, tu sais, t'as envie de te gratter tout à coup. Si tu le fais pas, qu'est-ce que ça fait? Ça va passer. Ou, tu sais, c'est ça, tu vas avoir des petites douleurs qui vont arriver, puis juste de comme les observer au lieu de comme essayer de changer de position, ben, ça indique quelque chose. Fait que, pour moi, l'immobilité, c'est comme pour venir balancer peut-être tout le mouvement dans ma vie, mais je pense que ça serait bon pour quiconque, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est quand on arrête de bouger cette enveloppe-là. Fait que l'immobilité, c'est vraiment d'arrêter le corps, d'écouter le mouvement intérieur, en fait, ce qui se passe, qu'on n'entend pas quand on bouge trop, comme tu dis, parce que ça crée du bruit, puis ça crée un peu de confusion, ça crée de la confusion, quand il y a trop de signaux, ben on peut pas comprendre tout ce qui se passe. Ouais, exactement. J'apprends aussi à le faire, puis c'est particulier parce que j'ai parti d'une vision que je suis bloquée dans des hanches au cou. C'était ce que j'étais capable de ressentir, c'était un bloc, tu sais. Puis maintenant, on dirait quand je me pose avec une couple d'années je fais un peu de yoga, de la méditation, c'est d'être capable de dire, comme tu dis, ça se raffine, on dirait, tu sais, on peut voir les particules. Maintenant, c'est de dire, j'ai les épaules tendues, mais j'ai un point exactement là, dans mon épaule. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Puis je pense que des fois, on a peur de s'arrêter parce que, justement, on se sent bombardé, puis même si on est arrêté, des fois, c'est très douloureux, la méditation, parce que ça fait mal de s'arrêter, puis d'écouter ce qui se passe. Puis d'admettre que des fois, on est tendu ou il y a des choses qui vont pas bien, puis on veut pas voir ça, fait qu'on reste actif pour pas avoir écouté ça, mais on peut apprendre à écouter ces mouvements-là, puis ça fait excessivement du bien. Parce qu'à la longue, c'est plus facile de voir, puis s'il y a quelque chose de nouveau qui émerge, on sait que c'est nouveau. Puis ça vient pas comme une surprise. C'est ça, puis là, t'es comme, puis là, tu regardes la chose, puis t'es comme, c'est ça, je m'y attache dessus, j'y porte plus d'attention, je le laisse aller. Puis... Non, exactement. Intéressant. Oui. Pour aller dans une façon plus pratico-pratique sur la danse à la maison, en fait, je vais commencer avec ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne danses pas? Est-ce que tu danses encore chez vous, dans ta douche, dans ta chambre? Ben, il y a... J'avoue que, en fait, puis
pendant un an, en tout cas, on n'avait pas de système de son vraiment chez nous, puis récemment, depuis l'automne environ, chez nous, on a comme installé finalement un vieil ordinateur, puis un speaker, puis c'est comme prêt à mettre de la musique, peu importe quand. C'est comme nouveau un peu. OK. Puis, en fait, puis je le savais pas, mais à quel point la musique, c'est bon pour te faire sortir juste de ta tête, tu sais, quand t'es tellement en train de penser, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse cet après-midi, puis tout ça. La musique, c'est déjà une bonne, tu sais, c'est relié à la danse, là, mais c'est déjà une bonne thérapie, façon de rentrer dans le mouvement, mais d'une autre façon, des fois, juste pour brasser un peu les choses dans sa tête. Fait que depuis qu'on a mis notre système de son finalement en place, ben tu sais, des fois on va se mettre tu sais, je vais être chez nous avec mon chum, puis on va se mettre de la musique, puis on aime beaucoup danser, les deux. En fait, je l'ai rencontré en Israël aussi, mais c'est pas un danseur, mais il a appris le gaga avec moi là-bas. Puis ça a été, tu sais, pour lui, c'est la danse est aussi très important, mais d'une façon, c'est plus amateur, puis plus... Il y a beaucoup de plaisir à danser, mais ça ne tente pas de faire des cours de danse. Gaga, ça le plaisait beaucoup. Sinon, fait que là, c'est ça, à la maison, on aime beaucoup comme juste tout à coup mettre une chanson qu'on a, tu sais, qui nous fait juste du bien, puis ça change un peu l'ambiance à la maison. Fait que je pense d'avoir de la musique à portée de ma main, c'était comme une chose importante. C'est sûr que... Ben, tu sais, ça revient à quand j'étais jeune, puis je mettais la musique forte chez nous. J'avais hâte, je me souviens, puis je sais pas si je suis supposée dire ça là, mais tu sais, j'avais hâte d'avoir 18 ans pour aller danser dans les bars, parce que je voulais juste danser comme librement. Puis je pense qu'il doit y avoir des places comme ça à Montréal, je suis certaine, tu sais, plus des endroits de danse libres, tu sais, qui se passent à n'importe quelle heure, pas nécessairement dans un bar, mais on aime vraiment ça, faire ça, on va juste tôt dans une soirée, puis on va juste danser, puis on revient, puis c'est tout, tu sais. Tôt parce que vous n'êtes pas couche tard. Non, c'est ça. puis fait que tu veux pas la vie de nightlife de passer minuit, là. Non, c'est ça. C'est juste le fun, puis l'ambiance, mais tu sais, c'est noir, fait que tu sais, tu peux rentrer dans ta bulle, bon, en tout cas. Fait que ça, c'est une chose qu'on aime faire. Mais tu sais, à la maison, c'est avec la musique, ça aide beaucoup. Puis autrement, peut-être une chose que moi, je trouve vraiment nécessaire, c'est apprendre qui est relié à la danse, parce que bon, je vais avoir des tensions, je vais avoir à m'étirer ou quoi que ce soit, mais s'étirer, c'est une chose très importante chez nous. Me masser. Une balle de tennis, là, ça fait tout. Je traîne une balle de tennis partout. Je vais surtout au cinéma, puis si je vais voir un spectacle, là, je me l'accote, là, puis je me masse. Puis moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être plus attentive dans ces moments-là. Puis si je m'endors aussi pour une quelconque raison, ben ça me garde éveillée. Mais se masser, apprendre à se masser, à reconnaître des tensions, puis pas attendre de voir un massothérapeute ou de payer pour quelque chose d'extraordinaire. Des fois, de juste mettre sa main, puis de sentir une pression ou de demander à quelqu'un qui en a confiance, de juste comme mettre sa main sur l'épaule. Des fois, là, ça enlève beaucoup de tension. Fait que, puis tu sais, se masser, il y a des endroits, je veux dire, on a des mains, c'est super. Puis, fait que se masser, en général, les pieds, les mains, c'est très accessible, puis ça aide beaucoup. Ouais. Il y a une mère qui dit que ton chum t'a rencontré parce que t'avais ta balle dans l'autobus. Ça, c'est drôle. Oui. Je dirais pas ma source. Oui, c'est ça. Ben, on avait marché énormément. On était dans un tour guidé ensemble. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis oui, il y avait... lui marchait... on a marché beaucoup. Puis lui avait des problèmes de bas de dos. Fait qu'il y avait juste plus mal à la fin de la journée. Okay. J'ai donné ma balle. Puis tu peux te masser. Puis t'es comme, oh, ouais. Puis ouais, fait que là, puis il me faisait confiance. Il s'est massé. Il avait pas peur. C'est ça. Ouais. C'est bien de s'assumer. Puis de... Parce que t'aurais très bien pu la garder pour toi, puis dire, je vais avoir l'air d'être trop weird avec moi. Ouais, non, c'est ça, non. Non, j'avoue que je l'ai même déjà prêté à une dame
sur l'avion en allant en voyage, puis elle avait mal au dos, puis j'ai dit mes balles, puis elle a fait « Ah oui, j'en ai en yoga, mais elle les avait pas avec elle, fait que... » ouais, c'est bien. On essaie d'avoir on a un petit pot là avec tout ça, pour les gens qui regardent la caméra. Ça, c'est justement mon massothérapeute qui me l'a prêté, fait que c'est une balle très dure avec des pics. Ouais, pour les pieds, c'est pour les pieds, exactement. On a des petites balles molles qui s'écrasent, c'est des balles de jonglerie, bref, différents trucs. Je l'utilise pas autant que je voudrais, qu'on le dit des fois. Mais je comprends, puis aussi ça me fait réaliser à quel point le toucher c'est important, puis quand tu parlais de pas besoin d'attendre d'aller vers un massothérapeute, je pense qu'il y a beaucoup, pour les gens qui ont pas nécessairement un métier physique ou qui sont pas nécessairement conscients de leur corps, des fois on a l'impression que d'autres personnes vont nous faire plus de bien que nous-mêmes ou qu'eux ils ont la clé pour trouver nos problèmes et tout, puis ce que je me rends compte c'est que tous les professionnels que j'ai vus à travers les années, parce que moi, à un moment donné, j'ai eu des assurances dans mon ancien travail, puis je savais que ça allait peut-être arriver à sa fin, fait que j'en ai profité, puis j'ai pris tous les thérapeutes que je pouvais, fait que je suis allée voir un acupuncteur, un ostéopathe, un chiro, comme je les ai toutes faites, genre, puis en fait, ça m'a permis de voir les différentes approches, aussi c'est pas tant que ça m'a apporté des solutions que ça m'a fait, encore une fois, prendre conscience de comment je me sentais, faire le lien aussi entre mes sensations physiques puis mes émotions, parce que ça va toujours ensemble. Tu peux pas avoir une émotion sans avoir une répercussion physique positive ou négative. Ouais. Pour moi, c'est vraiment relié, puis bref. Puis à la longue, plus on se familiarise avec ça, puis plus aussi ça nous donne le pouvoir puis la confiance de dire finalement je connais mon corps, puis on parle pas d'automassage, mais pourtant, ça fait tellement de sens. Ah, tellement. Puis il y a même un malaise, tu sais, t'entends le mot automassage ou t'entends le mot toucher, puis on en parlait la dernière fois, puis il y a un petit malaise, tu sais. Je pense qu'il y a une espèce de tabou autour du toucher, c'est vu comme quelque chose d'intime. Comme quelque chose de... Mais c'est comme tu dis, c'est important juste nous-mêmes de poser notre main sur une section, c'est apaisant. Ça peut... Ah oui. En tout cas. Puis je pense que le toucher fait partie de la danse. Il y a une proximité avec les danseurs, j'imagine que t'as pas dans la vie avec tout le monde. C'est ça. C'est un métier un petit peu un peu étrange par rapport à ça, parce que mes collègues, je les connais, je veux dire, des fois à danser en duo avec quelqu'un, je vais connaître tellement cette personne-là physiquement, puis dès qu'il va que elle ou lui vont se mettre à bouger, ben je vais exactement savoir où ils s'en vont dans l'espace. Là, fait que c'est très physique, mais pas d'une manière d'une manière intime, mais pas du tout amoureuse, sexuelle ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a une association, tu sais, t'entends le mot toucher ou automassage, puis il y a une connotation sexuelle ou intime, mais finalement non, tu sais, c'est juste tout à fait normal de connaître son corps, puis trouver les façons de savoir où peser, où se masser nous-mêmes pour se faire du bien, puis très intéressant. Fait que c'est ça, fait on était dans le sujet de comment favoriser la danse à la maison pour quelqu'un qui se connaît pas nécessairement. Fait que tu as parlé de ce que je comprends de créer un espace propice. Fait que ça peut être de la musique, l'ambiance aussi. Tu parlais de t'aimer certains clubs parce que la lumière. Oui, c'est ça. Si on aime mieux que ce soit plus tamisé ou que ce soit la lumière du jour, je sais pas. Puis c'est peut-être un espace, c'est vrai que dans l'environnement pour avoir un petit peu d'espace. Mais des fois, avoir une table ou peu importe, c'est pas grave. De faire avec ce qu'on a, peu importe le contexte et la façon de bouger. Parce que ça peut, j'imagine même les objets peuvent donner des instruments, des percussions, quoi que ce soit. Avec miroir ou pas de miroir, j'ai l'impression des fois c'est drôle de se regarder puis je sais pas, de faire des faces bizarres. Comme des fois c'est peut-être mieux de se concentrer sur comment on se sent. Fait que finalement c'est vraiment de se dire, selon ton contexte, créer une ambiance qui te fait sentir bien, qui bouge de la façon que ça te tente. J'imagine les gens qui aiment apprendre la technique peuvent même suivre des vidéos YouTube puis il doit y avoir toutes sortes d'instructions sur Internet pour faire ça. Ça me donne envie de danser, mais ça me fait raison quand on parle d'espace que une chose que j'ai réalisée, c'est que moi, j'étais un peu une collectionneuse puis une ramasseuse. Fait que j'avais de la misère à me départir de certains souvenirs ou d'objets qui m'avaient été donnés en cadeau. Fait que je sentais que mon espace qui grandissait pas parce que j'ai le même appart depuis 7 ans, rapetissait parce qu'il y a de plus en plus d'objets, tu sais. Puis il y a quelque chose de libérateur de se débarrasser de choses qui nous apportent plus de joie, là, pour reprendre Marie Kondo. Là, je sais pas si c'est familière avec son approche. Mais aussi de dire que pour pouvoir vivre une vie riche en mouvement, puis intégrer le mouvement dans son quotidien, il faut que tu donnes la place à ton corps pour être capable de bouger. Puis justement, la semaine dernière, on a vendu notre divan dans cette intention-là de créer un espace différent pour bouger différemment, tu sais. Puis maintenant,
on vient juste hier de mettre un nouveau tapis, puis juste ça, tu sais, tu peux tenir, puis tu peux regarder dans plus de directions, tu peux bouger différemment, tu peux te coucher, puis je sens que ça va donner peut-être aussi un espace de danse. Mais avant, le divan, c'était comme le maître de la pièce, puis ce que ça t'incitait à faire, c'est de te coucher, tu sais. Puis là, on dirait que de dire juste de créer un petit espace pour bouger un peu plus librement, ça fait du bien. Oui, souvent, c'est vrai. Ça ressemble à quoi chez vous? C'est-tu un appart typique montréalais? Assez typique. Un 4,5 avec comme une chambre. Là. Il y a un salon double. Fait quoi, assez typique de ça. Beaucoup de lumière dans la cuisine. Fait que pour manger, c'est super. En tout cas, pour faire à manger, on a un grand îlot. C'est très agréable. Puis sinon, ben, j'ai comme le salon double devenu une partie, devenu plus comme mon atelier. Fait que je laisse traîner mes affaires. Ah, OK. Non, dessin et tout ça, que je laisse traîner mes affaires. Je danse pas beaucoup chez moi, autre que juste le plaisir avec mon chum, puis qu'on met de la musique, puis c'est juste le fun. Mais c'est ça. Ça ressemble un peu à ça. Ouais, avec un divan, on en a déjà parlé, mais un divan qui est vraiment pas confortable. Comme ça, t'as pas envie de rester trop longtemps. C'est ça, exactement. Fait qu'on n'en achètera jamais un vraiment très bon. OK, c'est bien. Oui. Peut-être que tranquillement, je l'apporterais faire le tapis puis des coussins par terre, autre chose, mais ça, c'est à apporter un gros changement à la maison si je fais ça. Fait que pour l'instant, ça va être graduellement, une chose à la fois. Comment les gens qui sont intéressés par ton approche, par suivre aussi tes œuvres, ton travail, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Je dirais Facebook, c'est quand même là, puis c'est bien correct de m'ajouter sur Facebook. Je partage beaucoup d'événements dans lesquels je participe ou que je fais. Un peu Instagram, on peut essayer. Je suis pas assez active, je vais m'y mettre. Puis fait quoi, c'est ça, Facebook, Instagram, pour Eve-Marie et Geneviève Robitaille. OK, parce qu'ils ont chacun leur identité. C'est ça. Et nous, on va aller te voir prochainement parce que tu as un solo. Oui, c'est ça, un solo qui c'est quelques représentations. Oui, c'est ça, en avril. Fait que les gens qui écoutent le podcast, dans 2 mois, ça va être trop tard, désolé. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais on va le 11, 16, 17 et 25 avril à différentes places à Montréal. OK. Bon, on va aller te voir avec plaisir. Oui, cool. Ben, merci pour ta présence. Plaisir. Je suis vraiment contente de te recevoir. Merci.